Loi fin de vie. La loi, sur la fin de vie va être, votée normalement la semaine prochaine. Donc on va vous faire une petite capsule avec docteur Zoé pour parler de tout ça, parce qu'il y a des subtilités par rapport à la fin de vie, par rapport au droit ou non, à l'euthanasie par exemple ou à d'autres types de petites actions, médicales, il y a même des différends dans les militants de gauche avec ce que soutiennent les partis de gauche, ce que soutiennent des associations, antivalidistes, tout un tas de subtilités dont on va parler aujourd'hui. Zoé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Comment ça va? Salut Padu, écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la loi fin de vie qui est en ce moment discutée à l'Assemblée nationale, comme vous a expliqué Padu. C'est un sujet qui est important. Alors, bon, on va parler de trucs pas, pas ultra joyeux, hein, euh, mais c'est un sujet important et surtout intéressant parce que ça fait partie de ces sujets politiques où en fait la fracture se fait pas aussi nettement gauche-droite que sur plein d'autres sujets. En fait, on se retrouve un peu dans une situation qui était équivalente au non au traité constitutionnel en 2005. Vous savez, il y a une partie de la gauche et de la droite qui était pour le oui, et il y avait une partie de la gauche et de la droite qui était pour le non, pour des raisons différentes. Et bien là, avec cette loi fin de vie, on a des gens qui sont pour, et notamment les principaux partis de gauche LFI, EELV, etc., sont, on va dire, favorables à une loi pour l'aide active à mourir. On va expliquer qu'est-ce, qu'est-ce que la loi permet actuellement et qu'est-ce que cette nouvelle loi permettrait. Ça va être quoi la différence et surtout quelles sont les implications. Mais il y a aussi des oppositions, alors de droite, ça on les connaît depuis longtemps, qui sont des oppositions, on va dire, tu vois, presque un peu théologiques, on va dire, sur un argument de sacralité de la vie. Et donc, comme la vie est sacrée, on n'a pas le droit de l'enlever volontairement, etc. Qui, ça, vous vous en doutez, ici, ne sont pas les arguments qui comptent pour nous. Par contre, il y a aussi des oppositions de gauche, et particulièrement, comme tu l'as dit, portées par des militants antivalidistes. Et donc, on va parler de tout ça, on va vous présenter ça, notamment, moi, je vais vous parler, alors, de mon point de vue de soignante qui pratique l'accompagnement de fin de vie dans ma pratique quotidienne, on va dire. Et donc, il faut aussi compter le fait que je parle de ma position de soignante, qui est une position particulière dans ce contexte-là. Et je vous donnerai des références, notamment de militants antivalidistes qui en parlent très bien. Je vais essayer de me faire écho en partie de leurs arguments, mais je vous invite à aller voir directement leur travail pour connaître un peu mieux ce qu'ils disent de cette loi. Voilà, en gros. Alors, mon Padu, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence peut-être par se faire un petit point sur en France, qu'est-ce qui est autorisé actuellement? Euh, Ouais? et comment ça se On peut passe commencer par ça. Ouais. Donc, en France, actuellement, on fait partie des pays où il n'y a pas d'autorisation d'aide active à mourir. L'aide active à mourir, ça recoupe deux types de choses différentes. Alors, il va peut-être falloir couper des trucs, hein. Le S assisté, SUICIDE assisté, qui est le fait de donner à la personne une substance létale et la personne se l'administre elle-même. Et il y a l'euthanasie, qui est le fait d'administrer par un tiers, un soignant, mais parfois, dans certaines lois, un proche, une substance létale qui met fin à la vie de la personne. Dans les deux cas, ce sont des situations où la personne doit être en état d'exprimer sa volonté et son consentement. On reviendra après sur quels sont les critères pour pouvoir dire qu'on est vraiment libre de choisir dans un pays qui actuellement vit une catastrophe sanitaire absolue avec un système de soins qui est à l'agonie. Et donc, dans ce contexte-là, on va développer, mais venir parler de droit à mourir dans la dignité quand en fait il y a plein de gens, et notamment des gens malades chroniques, qui n'ont pas de possibilité de vivre dignement parce qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge correctement, de leur proposer des conditions de vie dignes. La notion de libre choix, elle est un peu compliquée dans ce contexte-là. Actuellement en France, donc l'aide active à mourir est interdite. Par contre, il y a deux lois de bioéthique qui ont été votées en 2005 et en 2016 qui posent un cadre qui permet déjà quand même beaucoup de choses. C'est les lois Claes-Leonetti. En 2005, la loi a acté le fait que les personnes peuvent demander un arrêt des soins. Vous pouvez demander à arrêter les soins, quels qu'ils soient, et c'est vous qui décidez quel type de soins vous voulez arrêter. Et vous pouvez choisir d'en arrêter certains et pas d'autres. Euh, et puis, il y a eu des avancées dans la loi et actuellement, après la loi de 2016, on peut
soulager quelqu'un suffisamment, enfin, on peut, pour pouvoir soulager quelqu'un, administrer des traitements, même si ça accélère le décès. Je vais vous expliquer ensuite, exactement. Et puis on peut aussi mettre les personnes, ce qu'on appelle en sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire, quelqu'un qui décide, en gros, d'être placé dans une sorte de coma artificiel par des traitements qui altèrent sa conscience et puis on laisse les choses se faire et la personne, peut décéder comme ça. Ça, c'est le cadre actuel. Pour pouvoir vous expliquer exactement qu'est-ce que ça implique de pouvoir correctement penser un système où on accompagne les malades en fin de vie, il va falloir que je vous explique un peu concrètement comment ça se passe. Donc je suis, voilà, les personnes pour qui c'est des sujets compliqués, bah, écoutez, allez, voilà, passer à une autre vidéo. Voilà, je ne peux pas vous dire parce qu'on va être obligé de rentrer un peu dans les détails là, pour que chacun ait les éléments pour comprendre de quoi il s'agit. Actuellement, hem pour accompagner des personnes en fin de vie, on a possibilité donc comme je le disais de mettre des traitements, même si ça peut accélérer le décès. Je vous donne un exemple, qui est très fréquent. Les personnes qui sont en détresse respiratoire, c'est-à-dire elles ont du mal à respirer, elles, se sentent étouffées et c'est ça qui fait, on va dire, la douleur et la violence, ressentie par les personnes. On peut utiliser des produits et notamment des produits type morphine ou médicaments qui sont de la famille de la morphine, qui vont aller endormir le système d'alarme de votre cerveau qui détecte le fait que vous manquez d'oxygène et que vous avez trop de gaz carbonique dans votre sang, je simplifie un petit peu, et qui du coup déclenche un système d'alarme qui fait que vous allez vous sentir étouffé et respirer très vite, ce qui est une sensation extrêmement désagréable. Quand la personne, on sait que on va pouvoir la guérir, le fait de respirer plus vite, c'est important parce que c'est ce qui permet de compenser le fait que les poumons travaillent moins bien, le temps qu'on puisse, je sais pas, administrer un antibiotique si elle a une infection pulmonaire, mettre des produits pour enlever l'eau dans les poumons, enfin voilà. Mais si on sait que cette personne, de toute façon, la maladie est tellement grave qu'on ne pourra pas la soigner, le fait d'avoir ce réflexe de respirer très vite, à part faire souffrir la personne, ça n'a pas d'intérêt. Et donc dans ces cas-là, on peut utiliser de la morphine pour calmer, cette sensation d'étouffement. Ça va avoir mécaniquement l'effet que les gens vont se mettre à respirer moins vite, ils vont se sentir mieux, mais par contre, comme ils respirent moins vite, bah, du coup, la baisse de l'oxygène, le fait que le sang n'est pas correctement, oxygéné va augmenter et donc ça peut accélérer le décès de la personne. Dans le cadre dans lequel on est, si notre objectif, c'est le confort, on a le droit d'utiliser des traitements même s'ils accélèrent le décès. Ça semble un peu bizarre de le dire comme ça, mais en fait, c'est des subtilités qui sont importantes, pour comprendre comment on travaille actuellement et pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas prises en charge correctement. Le truc dont on est en train de parler aujourd'hui est particulièrement chargé parce qu'il y a peut-être plein de gens dans les gens qui nous regardent actuellement qui ont fait eux-mêmes une expérience d'accompagnement de fin de vie d'un de leurs proches qui s'est pas bien passée, qui a été traumatisante, notamment pour eux. Il y a énormément de gens qui ont vécu ça et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont spontanément l'idée de se dire bah ouais mais en fait si c'est pour mourir, enfin si c'est pour souffrir énormément, c'est pas normal et donc on devrait pouvoir choisir. Adrien Clouet, le député LFI qui s'occupe beaucoup des questions de santé, utilise l'expression «éteindre la lumière», ce que je trouve un peu particulier comme expression. Mais voilà, on parle d'un sujet qui est chargé avec, des expériences personnelles de gens qui sont compliquées, heu et donc il va falloir qu'on arrive à en parler bien et expliquer pourquoi cette loi, elle pose beaucoup de questions. Voilà, Padu, est-ce que tu as envie de excuse-moi, je te je t'attrape au vol là comme Non, ça, non, 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 moi, il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans ce que tu as dit. Je voulais juste rajouter deux, trois trucs quand tu parlais de suicide assisté, d'euthanasie. Non, j'ai dit le mot. De même ce que tu décrivais, là, la sédation profonde et continue, l'arrêt des soins et tout ça. Évidemment, c'est dans le cadre de pathologies qui vont être mortelles à moyen court terme et qui n'ont pas de traitement connu curatif, quoi. Ça paraît évident, mais il faut quand même le dire parce que il s'agit pas, là, on pose pas la question, d'une euthanasie de quelqu'un qui, n'aurait pas de pathologie, de pathologie, qui mettrait sa vie en danger à court terme et qui n'aurait pas de solution, quoi. C'est pas exactement la même question. Celle du suicide assisté, pareil, c'est, là, ce dont on parle, c'est, dans ce cadre-là. On
pourrais très bien imaginer un suicide assisté dans un autre cas avec quelqu'un qui n'a pas de pathologie, chronique. Ce serait pas exactement la même question, donc je pense qu'il faut le dire et je pense qu'on va en reparler. Le fait, qu'il y ait, une extrême droite et une gauche radicale qui ait un peu le même avis sur cette loi, de rejet de cette loi, on va dire, qui ait le même avis qualitatif, même si évidemment derrière ne mettent pas la même chose. Hem, c'est historiquement, en fait, ça a toujours été plus ou moins le cas, hein. Lucien Sèvres en parle très bien, c'est Lucien Sèvres et c'était, Mmh. quand on a fait le comité national consultatif d'éthique, on a choisi des représentants, des grandes religions, donc religion juive, musulmane, chrétienne et on s'est dit: «Bah, il faut quelqu'un, qui représente, une spiritualité laïque» et on a choisi Lucien Sèvres à l'époque. Alors je crois que c'était sous Mitterrand, donc c'était aussi assez logique de choisir quand même quelqu'un de gauche, mais on a choisi un communiste comme Lucien Sèvres et il le raconte très bien. Il dit: «Au final, on était souvent d'accord, notamment par exemple pour être contre la GPA». Alors que les libéraux te diraient: «Bah, la GPA, c'est super, on paye quelqu'un et puis, il y a une gestation pour autrui». Enfin, c'est pas forcément on paye quelqu'un, mais ça peut être comme ça. Et Lucien Sèvres, il disait: «Bah, moi, derrière tout ça, je voyais la marchandisation du corps des gens et je voyais très bien qu'il pouvait y avoir une dérive» et de l'autre côté, ben, les chrétiens, les musulmans et les juifs, pensaient la même chose, en fait, il fallait pas autoriser la GPA et donc en fait, cet accord, de circonstances est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, en fait, parce qu'il y a une lutte parfois contre, une pensée individualiste libérale qui peut poser problème tant aux communistes qu'aux religions traditionnelles ou aux cultures traditionnelles, quoi. Mmh mh. Oui, oui, carrément et du coup, on se retrouve, moi j'ai donc, sur Twitter, je me suis exprimée plusieurs fois sur cette loi fin de vie et je me suis retrouvée à me faire retweeter par des gars, genre, François-Xavier Bellamy, tu vois? Enfin des délires où j'étais là: «Alors mec, mec, en fait, moi ma take, c'est aussi qu'on travaille dans des conditions tellement dégradées. Les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, de handicap, vivent dans des conditions qui sont tellement dégradées à cause de toi, d'accord? À cause de toi, François-Xavier Bellamy et de tous tes potes de droite qu'il faut quand même un sacré culot pour aller relayer, des soignants de gauche qui expliquent à quel point, le soin est indigne actuellement en France et qu'on voit très bien quelles peuvent être les dérives de ces lois et comment ça peut mal se passer, vu la situation catastrophique dans laquelle est le soin. En plus du fait qu'on tient tout un discours sur les assistés, les gens qui ne sont rien, et cetera, et cetera. Tu sais, cette espèce de manière de considérer ce qui est une bonne et une mauvaise vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue, tu sais? Ce qui est quand même Mmh. une question éthique hyper compliquée à se poser. Heu, moi, l'expression que j'avais, c'était de dire qu'il y avait pas de vie qui valent pas la peine. Par contre, il y a des gens qui en peuvent plus et donc la question, c'est comment ça se fait qu'on a des sociétés où, au niveau de développement industriel, technologique et cetera qu'on a, on ne soit pas capable de proposer, des vies agréables, des vies qui n'engendrent pas, de souffrance au point où on veuille que ça s'arrête, pour tout le monde, quel que soit son état de santé, son origine, ses moyens financiers et tout ça. Mais tu vois, il y avait, justement quand je te parlais des histoires avec Lucien Sèvres, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit justement, bah, qu'il y a une sorte de sacralité de la personne humaine contre laquelle vont, les intérêts capitalistes, le libéralisme et tout ça et que c'est quelque chose qu'il faut quand même respecter et chez quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, il y a une contradiction interne. C'est-à-dire que c'est à la fois un libéral et à la fois un type qui te dit: «Bah non, la vie humaine est sacrée». Mais en fait, frérot, soit la vie humaine est sacrée et auquel cas tu fais pas travailler des gens, en les faisant revenir sur leur arrêt maladie, en profitant de leur force de travail, en profitant de l'exploitation du tiers-monde et tout ça, tu vois? Soit tu dis, que la vie est que la vie, humaine n'est pas sacrée et que le marché est sacré et auquel cas tu t'en fous de tout ça, tu vois? Mais c'est tout à fait paradoxal, ces gens qui se disent à la fois, cathos traditionnels et libéraux, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, tu te retrouves, voilà, avec des gens qui, qui tiennent des discours où encore une fois, va falloir être un peu, bon. Alors, pour vous dire un peu les copains, moi je vais vous parler un peu de mon expérience, de terrain pour vous expliquer à quel point, actuellement, c'est compliqué, de pouvoir faire de l'accompagnement de soins palliatifs corrects, avec les moyens qu'on a. La majorité des gens, pour vous dire ça, je vais me permettre de vous expliquer un peu quel a été mon cheminement à moi. Alors pas parce que c'est spécialement intéressant, mais parce que je pense que c'est très caractéristique du cheminement intellectuel de plein de gens et notamment de plein de gens qui sont soignants.
Moi, au début, quand j'ai commencé mes études de médecine, voilà, j'étais, une meuf, de gauche et cetera. Je voyais, des tradicatos, tu vois? Il y avait les affaires Vincent Imbert et cetera, qui, s'opposaient à des arrêts de soins, pour des personnes, qui, avaient exprimé a priori, à une période de leur vie où ils étaient capables de s'exprimer, qu'ils ne souhaitaient pas qu'on prolonge, leur vie, de manière, déraisonnable s'ils étaient, gravement malades. Et puis, des tradicatos qui s'y opposaient et tout ça et moi, en tant que bonne, femme de gauche, enfin jeune femme, de gauche athée, heu je me disais: «Bah, voilà, chacun doit avoir le choix, chacun doit avoir le droit de choisir» et donc j'étais parfaitement pour l'euthanasie. OK, Ensuite, les j'ai libérales, commencé hein. mes é ouais, c'est ça, bah, Moi, en j'ai fait, commencé tu sais, ma vie, c'est enfin, ma vie politique contre oui, l'euthanasie, tu vois? Quand j'avais, bah, oui, moi, justement, je venais d'une famille catho, tu vois? J'étais plutôt contre l'euthanasie, tu vois? Je suis devenu, dans les études de médecine et puis, tu sais, c'est vraiment la pyramide des QI et maintenant, tu vois, bah, je suis plutôt contre, cette loi, tu vois? L'euthanasie, c'est pourquoi pas ça. dans une autre société, tu vois? Mais genre, dans la loi actuelle est pourrie, tu vois? Mais, Bah, bien sûr. mais c'est marrant, tu vois? Parce qu'on part pas du même endroit, tu vois? Ouais et pourtant, je pense que tu commences donc moi, j'ai commencé mes études de médecine et là, par contre, là, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, les patients qui demandaient à mourir, c'était quasiment tout le temps parce que on n'était pas capable de les prendre en charge correctement alors que ça aurait été possible. Des gens qui, étaient, heu baladés de service en service, attendaient 4 jours aux urgences avec des douleurs et des vomissements liés à des cancers, alors qu'en fait, on aurait dû avoir suffisamment de place dans l'hôpital pour pas les faire passer par les urgences, débordées, mais pour qu'ils puissent rentrer directement dans un service où ils connaissent l'équipe, où ils connaissent le médecin, où ils ont pas besoin de réexpliquer la totalité de leur histoire médicale de la dernière année qui est un péplum, avec de multiples rebondissements. Heu et donc ils sont là, ils sont sur un brancard, ils se font des escarres, parce qu'ils sont dénutris, parce que le personnel a pas le temps de s'en occuper. Là, quand une personne, dans ces conditions-là, vous dit: «J'ai envie de mourir», il faut quand même être tout à fait conscient qu'elle ne fait pas un choix libre et éclairé, en fait. On est en train de la maltraiter gravement, de lui appliquer des violences médicales graves et du coup, elle préfère que ça s'arrête plutôt que continuer à vivre ça. Ce qu'on comprend parfaitement, mais du coup, la vraie question, c'est comment on organise un système de soins pour ne pas mettre des êtres humains dans cette situation parce que c'est possible. Mais ça nécessiterait par exemple qu'on puisse avoir dans tous les services des lits vides en permanence pour pouvoir faire des entrées directes dans les services, auprès de l'équipe qui connaît les personnes et pas passer par des chemins détournés, par les urgences et être hébergé dans un autre service pendant 3 jours et puis se faire balader. Il y a aussi des gens qui étaient pas correctement pris en charge sur la douleur et la douleur, c'est quelque chose qui nécessite d'être formé d'une manière particulière. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être bien formée à la prise de charge de la douleur pendant mes études, mais il y a, plein de médecins qui ont pas pu bénéficier de cette formation-là. La douleur, ça se prend aussi en charge, pas que avec un médecin qui prescrit, mais avec toute une équipe, qui peut, expliquer aux patients comment on prend son traitement, comment on prend des doses en plus quand on a besoin, comment on sait s'il faut appeler le médecin pour faire changer le traitement ou pas, quels sont les différents types de manières dont on peut prendre un traitement, tous les traitements différents qu'on peut associer entre eux. Bref, c'est quelque chose de complexe et qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire quand c'est sur des douleurs importantes. Donc ça demande des moyens de formation et des moyens humains et matériels pour pouvoir le faire correctement. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens, et ça c'est extrêmement fréquent, qui se retrouvent à être à l'hôpital parce qu'ils sont dans une situation qui est très grave et qui préféreraient pouvoir être à la maison. Parce que quand vous êtes à l'hôpital, vous n'avez pas vos repères, vous ne pouvez pas avoir votre animal de compagnie. Alors, c'est des choses qui paraissent très banales en fait, mais pour plein de gens, c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir la visite de vos proches 24 heures sur 24 parce que le matin, bah, il y a les soins, l'équipe est pressée, c'est pas pratique s'il y a les familles qui sont sur place et donc vos proches, ils ont que certains horaires auxquels ils peuvent venir vous voir et suivant leur travail, leur machin, leur truc, bah, ils peuvent pas forcément venir. Ça semble être des trucs très triviaux et basiques, mais en fait ça, c'est ce qui fait la différence entre, ça vaut le coup, même s'il reste que quelques jours, que je puisse profiter de ce temps avec les gens que j'aime, ou même à faire les choses que j'aime, autant que possible, plutôt que me retrouver hospitalisée dans des conditions qui ne me conviennent pas, avec des symptômes qui ne sont pas bien contrôlés, avec une équipe que je ne connais pas et qui n'a pas le temps de s'occuper de moi. Dans tous ces contextes-là, on ne peut pas parler de liberté de choix. Et moi, quand je me suis rendu compte qu'en fait, l'immense majorité des gens qui me demandaient à mourir, une fois qu'on avait organisé une hospitalisation au domicile, une fois qu'on avait équilibré la douleur, une fois qu'on avait voilà tout ça, bah, en fait, dans la majorité des cas, ils demandent pas à mourir les gens, en fait. Ils demandent pas à mourir parce qu'un jour de plus, c'est toujours un jour de plus et ça peut paraître bête de se dire ça, mais
dans une société saine qui fonctionne bien et où on s'est bien organisé avec, en mettant au centre du jeu des préoccupations, les besoins des personnes et pas la rentabilité économique, les petits tableurs Excel et tout ça, dans une société qui est organisée comme ça, un jour de plus, c'est un jour de plus à, je sais pas, regarder par la fenêtre, et voir, l'arbre qu'on a planté chez soi, il y a des années, ou avoir la visite de ses amis ou sa famille, ou écouter de la musique, ou bref, peu importe, chacun a ses propres conceptions de ce qui lui fait plaisir à faire ou pas. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des questions profondément, heu, humanistes qu'il faut se poser, de comment ça se fait qu'on se retrouve dans des situations où il y a des gens qui demandent à ce que ça s'arrête plus vite parce qu'on n'est pas foutu de s'organiser pour que la vie soit digne dans ces contextes. Ouais, mais moi j'ai juste envie de parler pourquoi moi, jeune étudiant, tu vois, j'ai, remis en doute mon opposition, à l'euthanasie. C'est parce qu'aussi en fait, je trouve qu'il y a j'ai perçu un certain paradoxe, tu vois, au fait de dire, «Bon, on va attendre que quelqu'un meure». Tu vois? Genre, c'est très bizarre c'est très kantien d'ailleurs de dire, «Cette personne-là, elle est en train de souffrir. On va lui mettre des traitements qui peuvent peut-être, la tuer, mais en fait, on n'est pas trop sûr», tu vois? Et on va en fait, la laisser, comme ça pendant 2 3 jours ou parfois elle va développer des escarres ou des trucs comme ça. Enfin, c'est assez lourd en fait comme situation et c'est pas particulièrement digne, tu vois? Et c'est pour ça que je pense que pas sur cette loi-là, tu vois? Mais genre, je pense qu'il y a des la question de l'euthanasie ou de la pratique active, tu vois? De la fin de vie, peut se poser si elle est faite dans des bonnes conditions. Parce qu'il y a des situations où, juste attendre quelqu'un en disant: «Bah non, j'ai pas touché, donc du coup, je suis pas responsable». Alors qu'en réalité, c'est complètement débile, tu vois? Parce que tu es à côté, tu mets de la morphine, tu en mettrais, plus, ou quelque chose comme ça, peut-être que ou pas de la morphine, tu vois? Mais peut-être qu'en fait, tu permettrais à cette personne de partir peut-être un peu plus digne ou d'une manière qu'elle aurait préférée, parce que tout le monde ne préfère pas, mais certains préféreront, tu vois? Je pense que c'est une question qui doit se poser. En tout cas, moi, c'est une question que j'ai pu voir, tu vois? Et notamment dans des situations vraiment de fin de vie, tu vois? C'est pas des situations, qui se jouent à des mois et des mois, tu vois? Mais c'est des situations qui se jouent à des heures ou à des jours et qui posent question quand même, je trouve. Bah, bien sûr, après, si tu veux, là, il va falloir, donc là, on va rentrer un peu dans les détails de pourquoi ça fait flipper cette loi, parce que les militants invalidistes ont de très bons arguments, à opposer. Et en fait, le fait de passer effectivement cette espèce de zone un peu grise, comme tu dis, où entre sédater profondément quelqu'un et laisser les choses se faire en attendant qu'il décède «de lui-même» entre guillemets, et mettre un peu plus de produits pour accélérer les choses. Est-ce que la différence est si importante? Ben, en fait, la différence, c'est que toutes les expériences qu'on a de légalisation de l'aide active à mourir dans d'autres pays, Belgique, Suisse, Canada, hein, l'exemple canadien est très regardé actuellement parce que la loi canadienne, elle est passée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, au départ, la loi était très restreinte au cas de fin de vie immédiate, pronostic vital engagé à court terme, voilà. Et en fait, pour des raisons légales, une fois que tu passes cette barrière-là, la loi, elle peut être modifiée et puis il y a des gens qui peuvent faire des recours, auprès de voilà, de tribunaux et cetera. C'est-à-dire couvrir un droit pour un certain type de personnes sur un plan légal, c'est compliqué de ne pas du coup ensuite l'élargir à tout un tas de gens. Et en fait, très rapidement, dans ces pays-là, on se retrouve avec des gens qui sont atteints de maladies chroniques, lourdes, pas forcément avec un pronostic vital engagé, qui, du coup, peuvent recourir à l'aide active à mourir. Et dans des sociétés extrêmement validistes comme les nôtres, dans des sociétés où vivre avec un handicap, avec une maladie chronique invalidante, etc., c'est très difficile parce que ça nécessite une société qui pense l'inclusivité, mais la vraie inclusivité, pas un truc où une fois de temps en temps, à la télé, tu sors des personnes handies pour les montrer et faire voilà, on est très très l'inclusivité, on a montré des personnes handies et tout, mais une société où, par exemple, les enfants handicapés ne sont pas sortis du système scolaire quasiment systématiquement pour être mis dans des structures complètement à part très tôt. En France, on a une politique qui est particulièrement ségrégative sur le handicap et on sait, hein, il y a des études internationales qui
qui montrent que c'est défavorable pour les enfants qui ensuite deviennent des adultes et qui sont complètement mis à l'écart de la société très tôt. Ça diminue leur chance de pouvoir vivre de manière autonome, avoir accès à une formation professionnelle et un travail, s'intégrer dans son quartier, dans la vie de son immeuble, enfin voilà, faire partie du collectif, quoi. La manière dont on pense le handicap est une manière très ségrégative et qui est délétère pour les personnes handicapées. Dans une société qui est comme ça, quand on passe en plus son temps à tenir des discours sur l'assistanat, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est très précis de parler d'assistanat. L'assistanat, enfin, moi je rappelle que le plus grand assisté de France, c'est Bernard Arnault, d'accord. Euh, Tout le monde est C'est quelle assisté taille? de quelqu'un. Le plus gros, le plus gros assisté de France, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais en Mmh. fait, tout le monde est en plus, si tu veux, c'est une vue de l'esprit, cette notion d'assistanat, parce que nous sommes tous, nous sommes des animaux sociaux, d'accord? Nous sommes tous dépendants les uns des autres, et c'est C'est bien normal. c'est super Enfin, intéressant. Il y a Seven Lines qui vient de s'abonner d'ailleurs, merci, et qui dit: «Séparés mais égaux». Ça me rappelle autre chose, ça. C'est vrai que ça rappelle un peu les lois de Jim Crow, tu sais, d'avoir, bien des gens dire: sûr, «Bah non, mais nous on est très pour les personnes avec un handicap, on n'est pas validistes, machin, mais on les met de côté. On va ouvrir des places pour qu'ils soient à côté, qu'ils nous embêtent pas trop, quoi». C'est quand même très, parlant, je trouve, cette manière de se dire: «Comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là, sans en leur ouvrant des places pour pas qu'ils vivent avec nous?» Tu vois? C'est aberrant. exactement. Et malheureusement, les partis de gauche, y compris la France insoumise, de laquelle je peux être très proche sur plein de points, sur ces sujets-là, ils sont pas à la hauteur à mes yeux. Je trouve qu'ils se posent pas je trouve qu'ils se posent pas la question de manière suffisamment politique, et ils se posent pas la question comme une lutte. Les luttes antivalidistes, c'est vraiment des luttes qui sont reléguées à gauche, très très loin derrière. Ce que je trouve extrêmement dommage, parce que ça vient vraiment questionner, c'est une lutte profondément de gauche, profondément anticapitaliste, qui est majeure, et puis qui a des conséquences sur la vie de millions de gens. Moi, je vais vous citer notamment Elisa Rojas, en bon français. Alors, elle est d'origine chilienne, donc ça doit se prononcer Rojas, je pense, avec mon merveilleux accent espagnol, je suis désolée. Elisa, Ici, donc on est en Rojas, France, on parle français, comme diraient certains. voilà, donc on va dire Elisa Rojas, qui est avocate et qui est une militante antivalidiste. Elle est elle-même porteuse de handicap de naissance. Et elle a fait beaucoup d'interviews. Elle a aussi fait une tribune dont je vais retrouver le lien et qu'on vous mettra en description pour que vous puissiez lire. D'ailleurs, tu verras, mais dans sa tribune, Elisa Rojas, elle vient vraiment interroger cette notion de dignité dans la mort, pourquoi la mort, ça devrait forcément être quelque chose de lisse et enfin, tu vois, cette vision qu'on a très idéalisée de ce que devrait être une bonne mort, avec un corps lisse, non dégradé, et cetera, qui est en fait peut-être un peu une extension aussi de la vision très validiste qu'on a du bon corps, tu vois? Le Bien bon sûr. corps, c'est forcément le corps sain, moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées, tu vois, quand je faisais, rédiger des directives anticipées à mes patients. Donc si vous ne le savez pas, vous pouvez rédiger ce qu'on appelle des directives anticipées, c'est-à-dire dire: «Si je ne suis pas en état de m'exprimer, voilà ce que je souhaite et voilà ce que je ne souhaite pas». Et ça permet de faciliter les choses, pour vos proches, notamment qui, si vous arrive un grand malheur, non seulement vont avoir la charge émotionnelle de vous savoir dans un état désespéré, ce qui est déjà terrible, mais en plus, le fait que vous ayez rédigé des directives anticipées, ça peut les soulager d'une forme de poids, parce qu'ils se disent: «Bon, ben voilà, on est sûr qu'il ou elle voulait faire ça». Et ces directives anticipées, vous pouvez les donner quand vous arrivez en hospitalisation, mais vous pouvez aussi les donner à votre médecin traitant. Moi, dans les dossiers de mes patients, c'est des sujets qu'on aborde assez souvent. J'ai plein de directives anticipées de mes patients, et donc les familles savent que s'il y a un accident, ils peuvent se retourner vers moi et je peux transmettre les directives anticipées à l'équipe médicale qui s'occupe de la personne. C'est très intéressant de voir les directives anticipées des gens, parce qu'on voit vraiment comment les gens perçoivent la maladie et le corps malade d'une manière qui est absolument terrible. Probablement aussi parce que, comme le handicap est en permanence caché, sorti de notre vision, il faut surtout pas le voir, faut pas que ça fasse partie de l'espace public, faut pas qu'on en parle, tu vois? Comme il y a tout ça, et ben du coup, en fait, tout nous semble vite hallucinant. Et donc moi, j'ai des gens qui, dans leurs directives anticipées, disent des choses du genre: «Ouais, si j'ai une poche à caca, je veux pas vivre comme ça. Si, je peux plus marcher, je peux pas vivre comme ça. C'est inacceptable pour moi de vivre comme ça», et cetera. Et à chaque fois, pour moi, suivre des gens qui, je sais pas, ont un accident ou une maladie, qui leur donne un handicap qu'ils avaient pas avant, en fait, il faut quand même comprendre qu'il y a plein de gens, c'est leur vie.
de vivre Mmh. avec ce qu'on appelle une stomie, c'est-à-dire un abouchement du tube digestif au niveau du ventre avec une poche qui récupère les selles. C'est leur vie de pas marcher. Et pour autant, ils inventent, enfin, ils ont des, enfin, leur vie, elle vaut le coup d'être vécue. Il y a plein de trucs qu'ils ont envie de faire et il y a des manières de vivre et de s'organiser qui font que, bah, malgré tout, c'est leur vie et ils l'aiment, quoi. Et donc, c'est vraiment une vision. euh, Ouais, profondément validiste du corps et de ce que doit être la bonne vie, tu vois. Et c'est vraiment ancré en nous, ancré dans nos schémas mentaux. Et il y a que, et c'est vraiment des paroles de personnes qui sont pas confrontées à la situation. Et c'est dommage. Et moi, j'ai aussi envie, enfin, je vois tellement de gens qui vivent des vies avec des handicaps. Et en fait, c'est des vies qui sont super, tu vois. Enfin, alors, elles rentrent pas dans les codes classiques et tout ça. Mais en fait, c'est des vies qui sont passionnantes. Ils ont des passions, ils s'intéressent à des choses. Enfin, je veux dire, la vie ne s'arrête pas parce qu'on ne peut pas marcher. La vie ne s'arrête pas parce qu'on ne va pas aux toilettes comme tout le monde. La vie ne s'arrête pas à l'incontinence. La vie ne s'arrête pas au handicap mental. Enfin, voilà, c'est la vie, elle est bien plus compliquée que ça, quoi. Et, euh, et bref, voilà, c'est des vraies questions qui se posent quand tu vas chercher sur ces sujets-là. Tu te rends compte d'à quel point on a des visions très étriquées des choses, quoi, et Mais très je trouve que quand on limitées. s'intéresse un peu à, tu sais, à l'histoire et tout, on se rend compte justement qu'on vit dans une société déjà où il y a peut-être moins de maladies qu'avant, parce qu'on a réussi à gérer certaines maladies, mais où en plus de ça, les personnes avec un handicap sont souvent ségrégées, donc on les voit pas. Je dis à s'intéresser à l'histoire, vous prenez quelqu'un, je sais pas, je pense Antonio Gramsci, vous le verriez aujourd'hui, vous considérez qu'il est handicapé. Parce que, Mm. il était tout petit, il avait je crois qu'il avait une tuberculose osseuse ou quelque chose comme ça, et enfin, il est mort très jeune, et en fait, il y a plein d'auteurs que vous lisez, de personnages historiques, en fait, qui aujourd'hui, que vous considériez comme étant, handicapés. En fait, ça enfin, c'était pas des gens que ça choquait à l'époque particulièrement. Aujourd'hui, ça vous choquerait peut-être, ce qui dénote, en fait, le validisme, je pense, ambiant dans la société. Moi, j'ai un exemple en stage, assez récemment. Je bossais en maternité et on avait eu, une dame qui avait, accouché, et qui avait, une déficience intellectuelle. Sincèrement, alors j'avais pas, tu sais, c'est il y a une enfin, j'en sais pas forcément, mais il y a une classification avec les tests de QI. En gros, selon le QI qu'on a, on est classé comme, des déficients intellectuels légers, modérés, sévères, profonds, enfin voilà, il y a toute une classification. Mais moi, quand, l'équipe m'a décrit la dame avant que je la voie, je pensais qu'elle était très, 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 très lourdement handicapée et que vraiment elle avait une déficience très profonde, tu vois? Et en réalité, quand je l'ai vue, moi qui suis habitué à avoir beaucoup de gens avec des déficiences intellectuelles, en fait, c'était quelqu'un qui pouvait faire ses courses, qui pouvait s'habiller, qui pouvait travailler en ESAT, enfin qui était relativement indépendant et autonome. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, pour la plupart des gens, déjà, avoir une déficience intellectuelle légère, c'était quelque chose, tu vois, de très lourd, presque l'équipe en avait presque, un petit peu peur. Alors c'est pas forcément la faute de l'équipe, tu vois? Genre qui n'en voit jamais et qui n'est pas formé sur ces questions-là, mais j'ai vraiment vu une dissociation entre moi, avec l'habitude que j'ai, on va dire, de voir ce genre de personnes, et une équipe soignante qui, au final, n'en voit jamais, et qui se fait une idée, en fait, de ce que c'est, la pathologie, par exemple. Je parle de la déficience intellectuelle parce que je pense que ça fait partie des handicaps qui sont les plus stigmatisés, tu vois, dans la société, Mm. notamment parce que c'est ceux qu'on envoie très tôt en IME, puis après en ESAT, et donc qu'on côtoie jamais, quoi. Mais ça m'avait assez choqué cette histoire parce que je voyais une discordance, quoi. Ouais, totalement. Et on prend toujours, si tu veux, il y a des vraies questions quand on se met à parler d'euthanasie et tout ça. Il y a une maladie qu'on prend toujours en exemple, c'est la maladie dite de Charcot. Son nom scientifique, c'est la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie, pour vous dire, c'est vraiment l'archétype de la pire maladie que vous puissiez imaginer. Quand vous êtes valide et que vous essayez de vous dire, c'est quoi le pire truc qui puisse m'arriver? Souvent, on pense à ça, parce que c'est une maladie, alors pour vous simplifier un peu les choses, c'est une maladie neurologique, c'est une maladie qui atteint le système nerveux. Et en gros, c'est une atteinte des neurones qui permettent de bouger. Donc petit à petit, votre corps devient paralysé, mais par contre, vous avez toutes vos facultés intellectuelles et cognitives et vous ressentez tout. Vous sentez la douleur, vous sentez machin, vous sentez truc. Donc, c'est vraiment la maladie où on se retrouve, entre guillemets, enfermé dans son corps. Et c'est une progression qui est plus ou moins rapide suivant les personnes.
avec une paralysie des muscles qui devient très problématique au moment où c'est les muscles pour déglutir et les muscles pour respirer qui sont atteints, avec à terme un décès possible. Il y a des gens qui vivent très longtemps avec des maladies de Charcot. C'était le cas de Stephen Hawking, hein, par exemple, qui a une maladie de Charcot qui a été diagnostiquée quand il avait une vingtaine d'années. Et en fait, il a vécu plusieurs décennies avec. C'est devenu un grand scientifique et il a bénéficié de tout un tas on va dire, d'appareils qui lui ont permis de continuer à communiquer, de continuer à pouvoir travailler, à produire de la connaissance scientifique qui montre bien, si vous voulez, alors je ne dis pas que toutes les personnes atteintes d'une maladie de Charcot peuvent survivre pendant des décennies et des décennies. Il n'empêche que, en fait, la question qui se pose dans ces cas-là, plus que la maladie en soi, c'est surtout comment on est capable de s'organiser collectivement, aussi bien sur le plan technologique, sur le plan humain et tout ça, pour rendre la vie la plus agréable et la plus satisfaisante possible pour la personne concernée. C'est possible, mais par contre, ça nécessite encore une fois qu'on choisisse d'y mettre les moyens. Et Stephen Hawking, c'est une exception dans le cadre des maladies de Charcot, mais il faut entendre qu'il y a plein de gens qui prennent cette maladie en exemple pour l'accès à l'euthanasie. Comprenez qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes atteints de la maladie de Charcot, que ça saoule en fait d'entendre ça. Parce Mmh. que c'est des gens qui, depuis des mois, des années, euh, vivent leur vie avec cette maladie, réinventent leur manière de vivre avec cette maladie. Et c'est profondément, comment dire, questionnant de se voir en permanence pris comme exemple de la vie qui vaut pas la peine d'être vécue. Ce que je veux dire, c'est, moi je comprends que pour soi-même, on se dise, j'ai pas envie d'être incontinent, j'ai pas envie d'avoir la maladie de Charcot, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais pensez que quand vous tenez ces discours-là publiquement, en fait, vous vous adressez à des gens qui peut-être eux-mêmes sont concernés par ça. Et donc, vous sous-entendez que la vie qu'ils ont est une vie nulle qui ne vaut pas la peine. C'est quand même c'est très questionnant, quoi. Et à partir du moment où vous laissez la possibilité sur le plan légal de choisir de mourir, comprenez bien que pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, euh, on va dire entre guillemets graves, ça laisse du coup ouvert dans leur espace des possibles le fait de choisir de mettre fin à leur vie. Et donc, ça les met dans une situation, ça met une charge sur ces personnes de se dire, «Ah ouais, mais là, tu es encore là. Heu c'est difficile pour tes proches, ton conjoint, tes parents, tes frères et sœurs, et cetera, qui sont l'équipe de professionnels qui s'occupent de toi, de s'occuper de toi parce que les moyens sont pas mis pour que ça se fasse correctement, qu'ils sont pas assez nombreux, qu'ils n'ont pas forcément le temps, et cetera, et cetera. Mais toute cette difficulté à laquelle les gens sont confrontés, qui en fait n'est pas liée à toi, mais à la manière dont on s'organise, bah toi, tu pourrais quand même choisir de mettre fin à ta vie. Donc d'un côté, c'est un peu de ta faute. Il y a vraiment ce truc profondément dégueulasse, au fond, quand on est dans une société capitaliste, validiste, qui tient des discours sur l'assistanat, qui organise un système de soins qui est fait pour maltraiter les personnes les plus vulnérables, quand tu fais passer une loi comme ça, dans ce contexte-là, en fait, clairement, il y a une forme de message sous-jacent qui est envoyé, qui est bah, peut-être que tu serais mieux mort ou morte. Et c'est un hashtag qui est beaucoup utilisé par les militants antivalidistes, qui est on nous veut mort ou on nous veut morte. Et il faut entendre la puissance de ce message, de voir tout un tas de gens qui ne s'intéressent jamais à tes luttes, qui ne s'intéressent jamais à tes conditions de vie, à ton accès aux soins, à ton accès au travail, à ton accès au logement, à ton accès à l'espace public, tu vois, à aller faire ses courses, à machin, à truc, quand tu es atteint d'un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Des gens qui ne s'intéressent jamais à ces questions-là et qui tout d'un coup viennent tenir tout un tas de discours qui disent qu'en gros les vies comme les tiennes, c'est des vies de merde qui valent pas la peine d'être vécues, c'est d'une violence hallucinante. Et quand tu vois comment ça se passe au Canada, quand je reprends l'exemple, ou en Oregon par exemple, qui est un État des États-Unis qui a légalisé l'aide active à mourir il y a longtemps déjà, dans les années 90, ce qui est très surprenant sur tous les pays qui ont légalisé ça, c'est qu'en fait on a assez peu d'études sur les causes de recours. On a des études sur les profils, pas mal, quel type de pathologie, etc. Par exemple, en Belgique, c'est la grande majorité, c'est 60%, je crois, c'est des personnes atteintes de cancer, par exemple. Euh, mais on a assez peu d'études sur la cause de recours. Et en Oregon, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Contrairement à ce qu'on pense, la première cause de recours, c'est pas du tout les douleurs réfractaires qu'on n'arrive pas à gérer. C'est pas du tout tout ça. La première cause de recours, c'est je ne veux pas être un poids pour mes proches. Vous voyez la violence du truc? Et Le, ça, tu sais que c'est une enfin, c'est un symptôme extrêmement, extrêmement important dans le suicide.
Le fait d'avoir l'impression d'être un poids pour ses proches. Tu sais, c'est vraiment quand tu essaies de voir si quelqu'un est suicidaire ou pas, c'est des questions que tu poses, tu vois? Essayer de voir s'il se sent coupable, si, s'il a aussi pas de projet d'avenir et s'il a l'impression d'être un poids pour ses proches. C'est vraiment très ça a un assez mauvais pronostic, on va dire. Parce que si la personne a un projet d'avenir et te dit: «Ah bah non, mais moi j'ai mes enfants, je veux les voir vivre», il y a quand même peu de chances qu'il passe à l'acte, tu vois? Par contre, quand la personne n'a plus de projet d'avenir et te dit: «Ouais, ouais, en plus de ça, mes proches, ils seraient quand même mieux si j'étais pas là», ben, ça dénote d'une volonté de passer à l'acte ou de potentiel, on va dire et tu disais ça, mais tu sais qu'en fait, ce que ça fait vraiment penser à la et c'est un peu la même thématique, mais à la thématique du suicide, hein, parce que moi, j'ai vu des personnes âgées dire clairement: «Voilà, moi, ma compagne, elle est décédée, je vais devoir vendre ma maison pour payer un EHPAD pour vivre, 3 ans de plus et tout, je préfère mourir et que mes enfants, héritent de la maison», tu vois? Parce que moi j'ai plus rien à vivre, ma compagne, tu sais, tu 60 ans de mariage, ta compagne elle est décédée, je comprends qu'il y ait des gens où ce soit très compliqué, avec en plus, tout un tas de choses qui sont pas faites aussi pour que les gens soient enterrés par leur famille, souvent aussi des familles qui sont un peu éclatées géographiquement, tout ça. Enfin, en vrai, ça on pourrait parler de plein de choses, hein, même heu, le déracinement un petit peu géographique. Bon, quand il est libre et non faussé, pourquoi pas? Mais en général, il est forcé aussi par des conditions économiques, par la possibilité de faire des études ou des choses comme ça. Bah, c'est pas facile à vivre aussi pour les gens, soit à la fois pour les gens qui doivent partir, à la fois aussi pour la famille qui reste et puis pour les certaines personnes âgées. Et c'est des vraies questions qui, peuvent amener à passer à l'acte. Alors soit à demander de l'euthanasie dans des pays où c'est possible, mais soit à se suicider aussi, hein. Ouais, tout à fait et je vois des gens dans le chat qui posent la question de: «Est-ce que ça concerne que l'extrême fin de vie?» Bah, dans les premières discussions qu'il y avait eu en 2024, en fait, en 2024, la loi avait déjà été pas mal discutée et puis il y a eu le, la dissolution de l'Assemblée nationale qui a arrêté complètement les débats. Et puis après, bah, vous savez, il y a eu toute cette sauce, le temps qu'on trouve un Premier ministre et qu'on fasse un gouvernement. Et le gouvernement est tombé sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et le budget n'était pas encore voté. Et nanana et nanana. Bref, tout ça a fait que ça a beaucoup retardé la reprise des débats. Et là, on reprend les débats. Et Macron, en plus, on va dire, a dit plusieurs fois qu'il y avait certaines questions importantes qu'il allait soumettre à référendum. Donc, est-ce que, suivant la manière dont se passe le vote de la loi, Macron va décider de nous jouer un coup de Trafalgar et de mettre un référendum sur cette question? Ce qui, moi, enfin, je sais pas. Enfin, bon, c'est encore des coups de Macron, tu sais, pour forcer les gens à se retrouver à dire oui, non à des questions qui sont quand même plus compliquées que le oui, Bah, non, oui, oui. surtout avec tout ce Ça que dépend ça de implique. l'information qu'on aura aussi, hein. Mais bien sûr, et puis encore une fois, moi je veux pas discuter de ça parce ils font aussi une autre loi sur l'accès aux soins palliatifs. Alors l'accès aux soins palliatifs, c'est Tu sais, tu super, fais un mais Macron a dit documentaire sur un mec qui souffre, machin, je connais, hein, mais bien les sûr, les vieux trucs pour jouer sur les sentiments et éviter la de comprendre vraiment ce qui se passe. mais oui, et en fait, la réalité, c'est que, tu vas te retrouver donc cette loi qui est censée donner accès aux soins palliatifs, si Macron n'a pas décidé d'augmenter drastiquement les cotisations patronales des grandes entreprises, d'aller chercher l'argent là où il est, et il a déjà annoncé, hein, qu'il n'allait pas aller chercher l'argent là où il est, ce n'est pas possible de financer un accès correct aux soins palliatifs. Et qu'on soit très clair, moi je suis médecin généraliste formé à l'accompagnement en soins palliatifs. Je pourrais techniquement, la majorité des gens souhaitent mourir chez eux. Moi, j'adorerais pouvoir répondre aux besoins de mes patients, mais en pratique, la manière dont ça se passe, c'est que moi, l'hospitalisation à domicile de chez moi, ils travaillent en fait quasiment exclusivement avec des équipes, bah, les infirmiers libéraux du secteur, les, ils ont un peu de personnel, aides-soignantes, et cetera, qui sont formés spécifiquement pour aller faire ce qu'on appelle du nursing, c'est-à-dire, bah, faire la toilette, faire des massages pour les gens qui ont des douleurs, les changer de position pour éviter d'avoir, que la peau s'abîme et que ça fasse des escarres, par exemple, enfin voilà. En fait, on manque gravement de personnel et donc il y a le nombre de places en hospitalisation à domicile est conditionné par ça. Moi, j'adorerais avoir un temps beaucoup plus grand quand je fais des accompagnements de fin de vie à domicile. Normalement, en fait, il faudrait que je puisse passer, allez, minimum 2 fois par semaine. Minimum, dans des situations où la fin est très proche. Pour accompagner les proches aussi de la personne. Mais en fait, la réalité actuellement, c'est qu'en hospitalisation à domicile, on amène du matériel, le lit médicalisé, des perfusions, les machins, les trucs. On explique un peu à la personne, ben voilà, ça c'est la pompe à morphine. Si vous avez mal, vous appuyez sur tel bouton et tout. Mais en fait, les gens, ils sont sidérés. Enfin, je veux dire, mettez-vous à leur place.
votre père, votre frère, votre mari est en train de décéder, d'accord? On est quand même sur un truc un petit peu compliqué à vivre. C'est pas votre travail. Et tout d'un coup, il y a une personne qui va passer 1 heure, 2 heures, vous expliquer un peu les trucs, vous dire si jamais il y a une urgence, faut faire ça, mais en fait, vous, c'est pas votre boulot, vous êtes flippé. Et en fait, il y a 3 passages par jour de une demi-heure, 1 heure, mais tout le reste du temps, vous êtes seul avec la personne. Il y a plein de gens pour qui c'est hyper angoissant, qui auraient besoin d'une présence beaucoup plus importante auprès du patient et auprès de ses proches pour que ça se passe bien. Et actuellement, nous n'avons clairement pas les moyens humains et matériels de faire ça correctement. Moi, je le dis, il y a plein de fois où je sais que la personne aimerait faire ça, que je sais qu'on ne pourra pas le faire parce que le type de soin qu'il faut faire nécessiterait une présence quasiment 24 heures sur 24. Et que actuellement, nous n'avons pas fait les choix politiques qui font qu'on est capable d'offrir ça aux personnes de notre société, aux personnes avec qui on vit, ce que je trouve absolument terrible, parce qu'encore une fois, ça, c'est des questions de choix politiques, d'accord. Euh, avec le nombre de cadeaux fiscaux que Macron a fait aux ultra-riches, aux grandes entreprises, on aurait largement les moyens de proposer des accès à du soin palliatif de qualité. Moi, l'équipe mobile de soins palliatifs, parce que je ne suis pas toute seule quand je fais ça, il y a des médecins spécialisés en soins palliatifs que je peux appeler, qui se déplacent éventuellement quand moi, ça dépasse un peu mes compétences et que je suis en difficulté. Cette équipe mobile, ils sont 3 pour la totalité de mon département. Enfin, ils sont absolument pas assez nombreux. Moi, en plus, enfin, on est loin, nous, de l'hôpital de référence. Donc, du coup, c'est vraiment compliqué pour ces raisons-là, pour des raisons très pratico-pratiques. Et donc, tant que on a toute cette société validiste, cette impossibilité d'accompagner correctement, notamment la maladie chronique et le handicap, et qu'en plus, dans la situation de fin de vie pure, c'est-à-dire de l'agonie, entre guillemets, on n'est pas capable de foutre des moyens corrects pour que les gens soient correctement soulagés, c'est une catastrophe. Et je ne vous parle même pas de ce qui s'est passé pendant le Covid, pendant les crises Covid, particulièrement dans les EHPAD, où on s'est retrouvé, je vous jure, dans des situations où ce n'est pas normal, au 21e siècle, que des gens meurent dans de telles conditions. C'est inacceptable. Et donc moi, les droitards, là, c'est pour ça que je supporte pas que Bellamy vienne faire le malin à me retweeter, etc. Quand je parle, j'avais parlé d'une de mes patientes qui est en EHPAD et qui m'avait demandé de mettre fin à sa vie dans un contexte où en fait, elle est dans un EHPAD cata. Voilà, avec des personnels qui sont surchargés de travail, qui du coup, elle, c'est une dame qui est aveugle, qui voit pas bien les choses, qui a beaucoup d'arthrose. On la manipule brutalement le matin, ça lui fait mal, mais elle sait que c'est pas de leur faute parce qu'elles ont pas le temps, elle ose pas se plaindre, mais quand même parfois elle crie et du coup parfois elle se fait gronder. Et en fait, et puis elle a pas de visite, elle participe pas à des activités. Enfin, je veux dire, sa vie n'est que douleur et attente et ce n'est pas normal. Je veux dire, on peut faire des sociétés où la vie, c'est pas ça en fait. Même pour des gens qui sont très âgés. C'est profondément, enfin pareil, hein, la manière dont on gère les EHPAD en France est une catastrophe. En plus, il y a toute une partie des EHPAD qui sont des EHPAD privés qui rémunèrent des actionnaires sur le fait de prendre 2 000 euros, 2 500 € par mois à des gens qui vendent tout pour pouvoir se payer 3 ans de maltraitance avec des personnels sous-payés et sous-formés qui s'abîment le corps et l'esprit. Ça, c'est les situations qu'on vit actuellement. Donc, qu'on vienne la bouche en cœur nous expliquer qu'il va y avoir le libre choix du droit à mourir dans la dignité, moi, c'est vraiment ça. Je trouve ça indécent, en fait. C'est indécent vu ce qu'on a à offrir aux gens, sincèrement. Et encore, je vous le dis, enfin, il y a toute une partie de mon travail qui n'est pas racontable parce que c'est trop violent. C'est trop grave qu'on traite des êtres humains comme ça. Je ne le raconte même pas à mes proches. Je ne le raconte même pas à mon conjoint, tellement c'est dur. Et en fait, si vous voulez, je suis presque dans un truc où je me dis: «Mais parfois, il faudrait, quoi. Il faudrait qu'on balance, à quel point c'est crade, à quel point c'est dégueulasse les trucs qui se passent». Par choix politique, encore une fois. Mais c'est tellement violent, c'est tellement dur, notamment pour les personnes qui sont concernées ou les personnes qui sont proches de ces gens que bref, voilà, donc voilà, je vous le dis comme ça, j'espère que d'un côté, j'espère que vous avez compris la gravité. D'un autre côté, j'espère que vous n'avez jamais été confronté à ça et que du coup, vous n'arrivez pas vraiment à vous le représenter. Mais c'est juste terrible, quoi. Bref. Mais, c'est, de toute façon, tout tend, pour le coup, encore plus dans la santé qu'autre part, vers la question du libéralisme, du capitalisme et tout ça. Parce que tu vois, quand on parle des soins palliatifs, évidemment, c'est un souci d'argent, hein, avant tout, le fait qu'il y ait pas assez de gens et de moyens, quoi. Et quand on parle du fait d'être un poids pour ses proches, c'est pareil, tu vois. Si alors encore plus aux États-Unis, tu vois? Si on avait un service public, par exemple, des EHPAD, dignes de ce nom, tu vois?
C'est-à-dire si, tu savais que tu allais pas avoir besoin, de vendre ta maison et puis, de demander, 1 balles par mois à tes gamins, quand tu étais vieux, bah, peut-être que tu te sentirais moins un poids et que tu aurais moins envie de mourir, quoi. Donc c'est vraiment une question pour le coup qui est, enfin, qui questionne beaucoup le capitalisme en tant que tel et en plus que les gens, je pense, peuvent comprendre presque, presque inconsciemment, tu vois? Plus que sur d'autres questions où ça peut paraître indirect. Là, ça paraît vraiment direct, hein. Si on avait, un service public, digne de ce nom, de la santé avec des soins palliatifs bien et un service, public des personnes âgées notamment, et aussi, d'aide à toute forme de handicap, on n'en serait pas là, hein. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir les détails, des différents amendements. Alors moi, ce que je propose là-dessus, c'est que si la loi passe ou ne passe pas, parce qu'en fait, les amendements, ils changent, déjà, enfin, la manière dont c'était, discuté en commission, il y a déjà eu des changements. L'expérience qu'on a des débats qu'il y a eu en 2024, c'est qu'il y a eu énormément d'amendements modifiés par rapport à ce qu'on pensait. Donc là, c'est un peu difficile et puis il va y avoir une navette avec le Sénat et tout ça. Donc c'est un peu difficile de dire vraiment ce qu'il y aura dans la loi à la fin. Il faut vraiment entendre, c'est que toutes les expériences à l'international qu'il y a sur ces lois-là, c'est qu'au départ, même si on restreint beaucoup l'accès, par exemple à des situations de pronostic vital engagé à court terme, et cetera. En fait, ensuite, quasiment toujours, il y a une ouverture progressive et on se retrouve avec, des jeunes femmes de 25 ans, qui peuvent demander des euthanasies pour, des dépressions sévères, par exemple. On se retrouve enfin voilà, des questions des choses qui posent vraiment question, en termes d'éthique, et de se dire: «Mais en fait là, on est vraiment face à l'échec complet de nos capacités de soins». Et la solution qu'on a à donner, c'est du coup, butons les gens sur lesquels on est en échec. Enfin, c'est vraiment, c'est terrible et au Canada, actuellement, c'est un décès sur 30, hein, qui se fait par aide active à mourir. Un sur 30. Donc là, si vous voulez, on n'est pas dans des situations exceptionnelles, de maladies neurologiques rarissimes, avec des douleurs qui ne sont pas possibles de contrôler, avec des traitements, même, très forts et classiques et cetera. On n'est pas là-dedans, hein. 1 sur 30. C'est énorme. Et donc ça pose vraiment une question éthique fondamentale, d'autant plus quand on sait que potentiellement, si nous n'arrivons pas à prendre le pouvoir à gauche, on va se taper une droite extrêmement dure, voire une extrême droite. Je pense que tout le monde ici connaît l'histoire de l'extrême droite avec l'eugénisme, et je prononce le mot d'eugénisme volontairement. Ne croyez-vous pas que donner ce type d'outils dans une période d'entrée en crise du capitalisme, où, si on n'arrive pas à vraiment faire pencher la balance politiquement, on va entrer dans une phase de brutalité extrême. Ne voyez-vous pas, alors moi je vous le dis, je le vois très, très bien comment ça peut mal se passer. Je vois déjà comment se fait le tri à l'hôpital entre qui attend 4 jours aux urgences parce que personne ne veut le prendre dans son service et qui monte, qui, est transporté en ambulance la nuit ou pas parce qu'on n'a qu'une ambulance pour tout le sud du département, qui. Je vois très, très bien comment ces choix se font et je vois très bien quelles sont les dérives qui peuvent avoir lieu avec ce type de loi dans la situation dans laquelle on est maintenant et dans la situation qu'on risque de vivre dans les prochaines années. Vraiment, enfin, il faut pas être naïf sur ces trucs-là. C'est des sujets qui sont trop graves pour les traiter par-dessus la jambe et ne pas être, je vous le dis comme je le suis moi, terrifié par ce qui peut potentiellement se passer avec ce genre de truc. Mmh. Ouais, bah, oui, oui, mais de toute façon, je pense que tous les libéraux n'auront rien à dire là-dessus et empireront la situation, quand bien même ils soient d'extrême droite et quand bien même ils soient un peu contre, parce que c'est facile, hein, d'être contre la loi pour l'euthanasie, mais de continuer à appauvrir, on va dire, l'hôpital et donc à, provoquer des situations où les gens ont envie de mourir, tu vois? Parce que c'est presque plus, c'est presque plus faux cul, tu vois? De dire: «Ah bah non, mais on veut pas donner la mort directement, mais de provoquer les conditions qui font que les gens ont envie de mourir», tu vois? C'est un truc vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. C'est Je ça. n'ai aucune confiance en Bruno Retailleau, sur la question. Bah, bien sûr que non, mais ni en Jordan Bardella, ni en enfin moi j'ai pas ni en Emmanuel Macron, hein. Je n'ai Et pas Bruno confiance dans Retailleau, le Emmanuel. costume, parce que quand même, notre miniaturisme est souvent des costumes un petit peu, d'époque à des gens et Bruno Retailleau, ça lui va très bien quand même, c'est étonnant. Oui, il porte très bien le Hugo Boss, Bruno Retailleau, effectivement. Il y a aussi le Mais, préfet l'allemand qui le portait bien, mais Bruno Retailleau, c'est pas mal. mmh mh. Et une fois qu'on a dit tout ça, là, on va vous passer une petite vidéo que je enfin un petit extrait de vidéo que je tenais à vous montrer parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'on comprenne bien, moi, à chaque fois que je prends la parole là-dessus, je reçois, plein de messages de gens et de gens qui réagissent parce qu'ils ont eux-mêmes vécu, comme je le disais tout à l'heure, une fin de vie atroce de l'un de leurs proches. Et moi, je mesure très bien comment, quand on assiste à ça,
ça devient absolument insupportable d'entendre un discours comme le mien qui dit: «En fait, on aurait pu faire autrement. En fait, cette solution-là est une fausse solution qui ne va pas permettre, de correctement, prendre en charge les gens», et je le comprends tout à fait. Et là, la vidéo qu'on va vous montrer, c'est une Juste vidéo avant qui ça, met il y a il y a beaucoup. il y a il y a il y a Batage31 qui dit: «Pour l'instant, on voit que» Oui, non, qui dit c'est pas ça. «Clairement, je comprends que Zoé ait peur dans un endroit comme la France, à quel point les dérives peuvent être hardcore, mais il faut séparer ce débat de l'euthanasie, du débat de l'euthanasie en elle-même». Alors ça, vraiment, c'est sur Bondy avec aucun enfin, il y a aucun souci, hein, c'est pas pour clasher les gens dans le chat, mais il faut vraiment faire gaffe. Dès que tu dis: «Il faut séparer le débat sur truc des conditions, concrètes, d'une société», peut bah, là pas le là, tu es dans séparer. l'idéalisme, mais pur et dur, tu vois? Genre, Oui. ça veut rien dire, de dire: «On fait un débat sur l'euthanasie en soi». Bah, l'euthanasie quand ça? Dans quelles conditions? Tu vois? Enfin, Sans parler des conditions de soins et des conditions de vie avec une maladie grave, tu peux pas parler d'euthanasie parce qu'il y a pas de le libre choix n'existe pas. Le choix est toujours contraint par les conditions matérielles dans lesquelles tu vis, et cetera. Toujours, toujours. Et donc, parler de liberté de manière abstraite, et encore une fois, je le comprends pourquoi on veut dire ça, mais le but de notre vidéo aussi ce soir, et encore une fois, je vous invite à aller voir même le collectif Handisocial avec Odile Morin qui est la présidente, voilà, des militants antivalidistes en général, qui viennent vraiment apporter ces questions et apporter des arguments extrêmement forts. Ils sont quasiment jamais relayés. Moi, ça me bute, hein. Moi, je me suis fait inviter notamment aux médias pour parler de ça, parce que j'avais pris la parole sur Twitter et que du coup, ils m'avaient proposé de venir en parler. Il y avait une proche, qui avait accompagné son père dans une situation de fin de vie terrible. Il y avait 3 soignants, il y avait une juriste, il y avait personne qui représentait les gens qui sont concernés par cette loi, c'est-à-dire les malades chroniques et handicapés. C'est p comprenez bien qu'en fait, on ne fait jamais parler les personnes qui sont concernées directement par cette loi, ce qui est quand même une dinguerie, et que quand on les écoute en parler, ils apportent des arguments qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Ils ont raison de les apporter comme ça, et on ne peut pas distinguer, les deux débats, ce n'est pas possible. Et donc là, on va entendre parler, alors c'est une juste, je vidéaste je qui voulais a rebondir sur ton pardon, histoire vas-y. de parole déconcernée, parce que c'est vrai que c'est important, et notamment même quand on parle de catégorie, tu as parlé de la maladie de Charcot, heu, mais ça me faisait penser à ça, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais tu sais, les débats, par exemple, sur l'autisme, tu vois? Où en fait, tu peux dire tout n'importe quoi, c'est hyper large comme catégorie et je trouve que du coup, bah, parler à en fait, moi, ça me gêne pas que quelqu'un qui a, un trouble du spectre autistique, commence à parler de lui, comment il le ressent, tu vois? Et à la limite, du coup, bah, ça peut gêner d'autres qui vont pas être, qui vont pas le ressentir pareil parce que tu en as ou qui ont aucun handicap, en fait, alors si, qui vont avoir un handicap parce que la société est pas adaptée à eux, tu vois? Mais, qui ont juste une particularité du fonctionnement et puis tu vas avoir des gens qui vont avoir un handicap énorme, qui vont pas avoir accès au langage ou des choses comme ça, tu vois? Et c'est extrêmement large, en fait et c'est toujours compliqué quand tu as des gens qui sont en plus de ça députés, qui n'y connaissent rien, qui sont parfois un peu soumis à des lobbies et tout, qui commencent à faire des grandes généralités sur ta vie à toi sans être atteint de troubles ou de particularités que tu pourrais avoir, tu vois? Faut Exactement, vraiment et faire gaffe à ça, quoi. c'était aussi le cas de la convention citoyenne sur l'aide active à mourir, hein. En fait, il y avait pas de personnes qui étaient représentantes des associations antivalidistes. C'est une vraie question d'à quel point, non seulement les personnes handi, elles sont exclues de la société, mais elles sont aussi exclues des débats politiques qui les concernent eux en premier lieu. C'est quand même une folie, quoi. Sur un plan démocratique, ça doit vraiment nous interroger, hein. C'est particulièrement quand on est de gauche et qu'on veut parler de politique. Il faut qu'on se questionne sur ces trucs-là. C'est un angle mort hallucinant qu'on a. Hallucinant sur ces questions. Et il y a Batage Ouais. dans le chat qui répond, qui dit qu'on, les c'est que, il parlait des conditions matérielles. Tu sais, c'est la personne qui disait oui, que, on pourrait avoir le débat sur l'euthanasie en soi. En fait, c'est quelqu'un, je crois, qui vit en Suisse et qui disait qu'en Suisse, ça se passait pas trop mal parce que c'était soumis au vote du peuple et que 95 des fins de vie, se faisaient dans des cadres de maladies terminales. Alors je sais pas si c'est vrai, mais voilà, je voulais pas diffamer la personne. C'est Ouais, peut-être mieux faudrait que en je Suisse qu'au Canada, par exemple, j'en sais rien, tu vois? Oui, c'est possible. Alors après, la Suisse a la particularité d'avoir, quand même, on va dire, un niveau de vie moyen qui est, plus haut que celui de la France, et donc globalement pour les gens un accès aux soins qui est meilleur. Maintenant je sais aussi que, en Suisse, les fractions les plus précaires, des personnes qui vivent en Suisse, qui existent quand même, hein, même s'il y en a moins que dans d'autres pays, ont quand même des difficultés d'accès aux soins. Notamment parce que tout fonctionne avec des assurances privées, et cetera, et que c'est pas toujours, très simple. Donc voilà, il faudrait qu'on étudie le truc plus en détail. Mais la question, en tout cas, connaissant le système de soins français, je vous le dis les amis, potentiellement c'est la catastrophe, hein. C'est vraiment, je pèse mes mots.
Et donc, là, on va vous montrer pour terminer une vidéo. Alors on va regarder la première partie de cette, courte vidéo. C'est Manon Bril qui parle. C'est une vidéaste que moi j'apprécie, beaucoup, qui fait de la vulgarisation d'histoire sur YouTube, et qui a pris la parole il y a quelques années, suite au décès de sa mère, après un cancer, de ce que j'ai compris. Et on va écouter un petit peu ce qu'elle en dit parce que Manon, elle a pris la parole pour, l'aide active à mourir, pour l'euthanasie. Et vous allez voir un peu, alors, toute la deuxième partie de la vidéo, elle parle en détail des derniers jours de sa mère. On va pas forcément se mettre ça, mais on va parler de la première partie où elle parle des conditions de soins et de comment elle, en tant que proche, qu'accompagnante, elle s'est sentie et ce qu'elle a vu de la manière dont s'est sentie sa mère. Je vous préviens, c'est pas facile. Et moi, ce que je veux dire, encore une fois, c'est que je comprends parfaitement pourquoi, quand quelqu'un comme Manon vit un truc pareil, derrière, ton premier réflexe, c'est de dire: mais en fait, pitié, donnez-nous accès à l'euthanasie, si c'est pour traiter les gens comme ça. Et donc là, on va pouvoir vraiment discuter de, voilà, les politiques néolibérales de ces 40 dernières années, ce que ça fait concrètement dans la vie et dans la chair des gens. Madame la ministre, pour moi, il faut que ça change, il faut qu'au moins le débat soit ouvert. Je suis concernée, vous serez concernés. Je suis Manon Bril, je suis vulgarisatrice sur Internet. J'ai une chaîne YouTube qui parle d'histoire. J'ai perdu ma mère cet été. J'ai fait un thread Twitter pour parler de la toute fin de vie et comment c'était difficile et comment pour moi il y a un C'était quand? C'est il y a 5 C'est il ans, y non? a... Ouais, 2019. Ouais, c'est ça, je dirais il y a quelques années, ouais. C'est publié par une association qui s'appelle ADMD France. Oui, qui est le droit à mourir dans la dignité. C'est une D'accord. association qui milite pour l'aide active à mourir. gros problème au niveau des hôpitaux qui en ce moment sont en colère et l'expriment. Nous, on a su que ma mère était malade en janvier 2018. C'était vraiment évidemment une bombe atomique dans ma vie. Le manque de moyens qu'il y a pour accompagner les patients comme il faut, on l'a vraiment vécu, je trouve. Il y avait des gens qui ont été extrêmement rassurants, mais il y a eu aussi plein de gens qui étaient, ça se voyait, extrêmement stressés, qui n'avaient pas beaucoup de temps à nous accorder. Et c'est pas vraiment pas eux que je blâme. Ça, c'est le truc classique. C'est horrible parce que tu sais que les personnes, ils peuvent rien, tu vois. Bah Et ouais. tu sais du coup Et tu vois, que t'es en train de taper sur une équipe qui est déjà en stress et qui fait de son mieux, tu vois. C'est hyper triste. exactement. Et tout le long, Manon, elle le dit. Elle a un discours qui, je trouve, est très, très humaniste en plus, parce qu'elle en veut pas aux gens. Elle comprend que c'est la structure, que c'est l'organisation globale le problème, et pas les gens individuellement qui ont fait de la merde. Du tout, mais le fonctionnement fait que je pense que c'est pas possible pour eux de bien travailler. J'ai aucun doute sur le fait que ça leur fait pas spécialement plaisir que ce soit comme ça. On était très paniqués, on avait des fois des informations contradictoires. Quand les gens ils doivent travailler dans l'urgence, ils font des erreurs. Il y a eu plusieurs fois où ma mère était dans un état terrible et elle peut pas être reçue tout de suite par son médecin et donc il faut aller aux urgences. Et, enfin bref, le système il est Ça, c'est complètement précis. dysfonctionnel. Ouais, c'est super précis ça. Ça, c'est très précis. On nous fait travailler à flux tendu en permanence à l'hôpital. On a des tarés avec des gens qui n'ont à la bouche que la comptabilité, la rentabilité, etc., qui passent leur vie à faire des stats et des machins sur le taux d'occupation des lits parce qu'il faut qu'on soit le plus rentable possible, etc. Et donc, on n'arrive pas à penser le fait qu'un service d'hôpital qui fonctionne bien normalement, il y a des lits vides dedans. Il y a des lits vides dedans pour qu'on puisse prendre quelqu'un directement s'il y a une urgence. Le soin ne peut pas être parfaitement planifié. Et en plus, au-delà de ça, c'est pas de la stat très compliquée de calculer les flux, etc. Et de te dire, bah voilà, pour avoir de la marge, pour absorber les flux, il nous faut autant de lits vides en même temps pour être sûr de pouvoir absorber chaque urgence et tout ça. Comme nous sommes en flux tendu en permanence, les services sont toujours saturés. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle d'entrée directe, c'est-à-dire, moi, c'est des situations qui m'arrivent plusieurs fois par mois. Mon patient suivi pour un cancer très grave s'aggrave brutalement, sa femme m'appelle. Moi, je suis dans ma journée, c'est l'enfer, mais j'essaye de trouver un temps pour y aller en urgence à la maison. Je vois qu'il faut l'hospitaliser. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir appeler son oncologue, qui le connaît bien, qui lui trouve une place dans le service d'oncologie, qui le connaît bien, qui sait prendre en charge cette pathologie, et que j'appelle une ambulance et il y va, il est reçu dans le service et ça se passe bien, quoi. Et bien, en fait, il n'y a jamais de place. Jamais de place, putain de mai. C'est insupportable en fait. Et du coup, c'est ce que je vous disais au début, mais les gens partent aux urgences, attendent sur des brancards, dans des conditions qui sont
inhumaine et catastrophique, des gens qui sont dans des phases gravissimes de cancer, qui vomissent, qui ont mal. Enfin, voilà, c'est inacceptable en fait. C'est inacceptable de faire vivre ça à des gens. Et on pourrait s'organiser pour ne pas faire vivre ça à des gens. Encore une fois, c'est des questions de choix politiques. Les gens qui ont fait ces choix politiques ont du sang sur les mains et ils sont aussi des larmes sur les mains, les larmes des gens qui regardent leurs proches se faire maltraiter de cette manière en étant impuissants. C'est insupportable en fait, c'est intolérable. Mais tu sais, moi, très souvent, quand j'ai une garde le vendredi soir, on me dit: «Ah bah, il y a plus de place sur l'hôpital». Il y a plus de place dans un hôpital psy, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super grand, en fait, parce que c'est pas juste un service, quoi. Il y a pas 20 lits, quoi. Il y a genre, je sais pas, 300 lits, quoi. Enfin, pour qu'il y ait plus de place sur un hôpital psy, faut quand même y aller, quoi. Et le pire là-dedans, c'est que je pense que même inconsciemment, hein, ça joue sur les décisions des gens des urgences qui envoient ou non, parce qu'ils savent qu'il y a plus de place, ils vont pas forcément t'envoyer des gens qui auraient pu l'avoir. Alors les gens du coup, bah, tiens, je crois que c'était sur ma dernière garde, il y avait une dame, on me dit: «Bah, elle va arriver, en gros, elle rentrait sur la sortie d'une autre personne en fin de journée, donc fallait qu'elle patiente aux urgences, genre pendant 10 heures et tout», enfin un truc totalement foireux. En fait, elle s'est barrée, tu vois? T'as quelqu'un qui arrive aux Bah oui. urgences qui dit: «J'ai des idées suicidaires, je sais pas trop quoi et tout», qui on lui dit: «Vous allez être hospitalisé». En fait, il faut attendre 10 heures assis sur une chaise dans les urgences. En fait, tu te casses, tu vois? Parce que tu te dis: «Bon, bah, je reviens dans 2 jours». Sauf que, bon, j'imagine que ça s'est pas trop mal passé pour elle. Dans l'immense majorité des cas, heureusement, ça se passe pas trop mal, mais des fois, ça se passe mal et quand ça se passe mal, le prix, il est cher payé parce qu'en fait, c'est pas n'importe quoi, tu vois? C'est quand même la vie des gens, tu vois? Et Mmh. et avec ces dérives comptables, en fait, on fait des statistiques, on se dit: «Ouais, c'est pas trop grave», tu vois? S'il y a deux trois personnes qui y passent, quoi, en gros. Alors c'est jamais dit clairement dans les réunions, j'imagine, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est se dire que tu peux tirer, 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 tirer sur la corde et puis des fois ça cassera, mais en général ça passera et donc du coup c'est pas si grave que ça, quoi. Il y a vraiment cette vision-là dans la vision comptable, quoi. Bien sûr, et les gens qui décèdent sur des brancards aux urgences par, retard de soins, retard de prise en charge parce que les urgences sont blindées et qui peuvent pas faire le diagnostic et mettre en place le traitement suffisamment tôt. De temps en temps, ça fait la une des journaux. Moi, je vous le dis les copains, moi des histoires comme ça, j'en ai, heu, beaucoup plus que ce qui sort dans les journaux et je n'ai qu'une petite partie de la France qui est visible pour moi. Donc en fait, c'est des trucs qui sont quotidiens et quotidiens. Voilà. Mais tu vois, je pense que en fait, pour faire de la bonne médecine d'urgence, c'est-à-dire aussi de l'orientation, hein, je parle pas de la prise en charge en tant que telle aux urgences, mais d'orienter des gens, dans des services, il faudrait ne pas savoir en fait, il faudrait jamais se poser la question s'il y a des places ou pas, parce il devrait toujours y en avoir en fait. Donc tu Il devrais te devrait y dire: en «Est-ce avoir qu'il y a toujours. indication ou non à une hospitalisation?» S'il y en a une, la personne va à Exactement. l'hospitalisation et puis voilà, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, nous en psy, c'est presque l'inverse, tu vois? C'est-à-dire que tu te dis: «Ah, est-ce qu'il y a une hospitalisation?» C'est pas moi qui le fais, hein, donc je veux dire, je suis pas à cette place-là, je suppute, tu vois? Mais les médecins qui, sont aux urgences savent qu'il y a pas trop de place, en fait et donc tu peux pas non plus faire rentrer, si tu as un doute, voilà, tu peux te dire qu'inconsciemment, il vaut mieux que la personne rentre pas parce que tu en auras peut-être besoin, le dimanche. Parce que si le vendredi, il y a déjà plus de place, en fait, le dimanche, après, tu es baisé si quelqu'un arrive et qui a un très, très, très gros problème qui ne pourra pas tenir, chez lui le temps du week-end, tu vois? C'est ça. Fonctionnel. Ce qui me semble très problématique et qu'il faut dénoncer, je trouve, c'est vraiment bah, déjà les effectifs, les internes, par exemple, qui passaient, qui faisaient des rondes le matin pour voir si tout allait bien. C'était vraiment hyper informel. Une question de chat, c'est: «Et Retailleau, le jour où il aura un cancer, il passera devant, il ira dans une clinique?» Bah, il ira dans une clinique, lui, il s'en tape, en Il va aller fait. dans une clinique privée où il aura une grande chambre avec un frigo, sa famille pourra passer le voir 24 heures sur 24. T'inquiète, Entre, t'inquiète. entre Il bourgeois. va il va pas passer, 96 heures sur un brancard, aux urgences de Bobigny, en fait. Ils viennent, ils font un petit check-up et bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ok, ça va super. Ils vont à la chambre suivante parce qu'ils n'ont pas le temps de faire plus. Et c'est les internes, on les voit le soir, on les voit le matin, c'est les mêmes, on les voit le midi, c'est encore les mêmes, le soir suivant, c'est encore les mêmes. Je sais pas quand est-ce qu'ils dorment, et je sais pas comment ils peuvent travailler ou être en état d'eux. Ils ont des métiers extrêmement stressants et néanmoins vitaux. Je vois pas comment, en enchaînant en permanence, en dormant pas, on peut travailler convenablement. Un jour où je suis arrivée à l'hôpital, Et puis il y a cette dérive aussi, qui est de faire des trucs à des internes. Étant donné qu'il y a moins en moins de médecins, ça t'en parle souvent, de moins en moins aussi de formation pour ces internes. Donc du coup, en fait, au lieu de voir un médecin chef avec de l'expérience et tout, tu vois un interne qui peut plus ou moins appeler quelqu'un au bout du fil, mais qu'ose pas le faire parce qu'il se fait engueuler. Enfin, on connaît le truc, hein. Mmh.
annonce de diagnostic grave, c'est pas un interne seul qui le fait normalement, hein, évidemment. Enfin, bon, faut avoir de l'expérience pour ça. Travailler convenablement. Un jour où je suis arrivée à l'hôpital, donc c'était vraiment à la fin, je l'ai retrouvée dans un état pas possible dans son lit avec une très grosse fièvre, elle était complètement sonnée, les draps étaient souillés, c'était extrêmement humiliant, difficile. Et l'infirmière m'a dit oui, bah, j'appelle le médecin. Et donc j'ai dû attendre, je sais plus, une demi-heure, trois quarts d'heure, il me semble, en étant totalement en larmes à son chevet, en sachant pas si elle était en train de décéder. Je savais pas si je devais appeler ma famille en panique pour leur dire que là c'était la fin et qu'il fallait qu'ils arrivent vite, ou si c'était quelque chose de bénin et qu'il fallait pas s'inquiéter, parce qu'on a eu plein de fois où on a eu très très peur et en fait c'était pas si grave que ça. Et là, on n'osait pas forcément poser les questions de est-ce qu'il y a vraiment un espoir ou non. La fois où vraiment j'ai posé concrètement, c'était à la toute fin, parce que là elle était dans un état, elle était complètement déformée par la maladie. C'était une souffrance permanente et C'est intéressant le fait qu'elle ose pas poser les questions. Mais ça, je pense, c'est même une question de formation, tu vois, aussi des médecins. C'est que bah, des fois aussi, ils osent pas forcément donner les informations. Alors, ils sont censés le faire et tout, mais c'est pas évident non plus dans ce genre de situation de le faire. Faut vraiment être entraîné, avoir un certain tact pour pouvoir aborder des questions qui sont dures. Mais que tout le monde se pose. Faut pas croire que quand quelqu'un a sa mère qui est en train de décéder, la personne n'est pas complètement teubée. Elle sait très bien que, ben, voilà, les jours sont peut-être comptés ou non, et c'est une question qui l'intéresse. Je sais pas, est-ce qu'elle souffre? Je sais pas, il y a plein de questions qui peuvent paraître même un peu graves, enfin faire peur. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire du corps ou des choses comme ça, mais que les gens se posent en fait. Donc Mhm. il faut les aborder ces questions-là. Et pour ça, il faut un être formé, deux avoir le temps de le faire, quoi. Exactement. Et on n'est pas assez formé à l'annonce de maladies graves en règle générale. Et du coup, il y a encore malheureusement beaucoup de médecins qui ont une tendance à botter en touche ou à utiliser un peu des euphémismes. Dans Bref 2, je sais pas, je regarde quasiment pas de série, mais j'ai vu Bref 2. Et à un moment, il y a la question, il y a le... Enfin, désolé, alors, attention, spoiler. À un moment, il y a la question voilà, d'une maladie, d'un cancer grave dans l'entourage du personnage principal. Et le médecin, sa manière de dire que la chimiothérapie sera plus efficace et que la personne va décéder de son cancer, c'est de dire il va falloir privilégier son confort. Et moi, je me suis vachement souvenue de cette phrase parce que c'est vraiment un euphémisme que j'ai beaucoup vu, moi, dans mon métier. Nous, soignants, on a l'impression que c'est clair quand on dit ça, mais en fait, ça ne l'est Profiter pas. de la vie, ouais, Enfin, c'est ça. C'est ouais. Maintenant, il faut privilégier votre confort. Ça veut dire, en gros, on n'a plus d'ambition curative, on n'a pas d'ambition de guérison. L'objectif, c'est que vous soyez bien. Qui est un objectif parfaitement louable, mais ce n'est pas clair pour les gens. Et il y a plein de fois où on botte un peu en touche, il faut être un peu honnête. Et on botte en touche parfois par manque de formation, mais on botte aussi en touche par manque de temps, parce qu'en fait, prendre le temps avec les personnes, de comprendre ce qu'elles ont compris, de reformuler, de dire ces choses qui sont des choses difficiles à dire, et même pour un professionnel de santé, plein de gens, on se lance en médecine pour soigner des gens, hein. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on n'est pas Dieu et que si notre objectif, c'est que nos patients ne meurent pas 100% du temps, on va perdre. Et donc, on revient un peu là-dessus et tout. Mais voilà, c'est des choses qui s'apprennent. Et les équipes médicales ne sont pas toujours au taquet pour bien le faire. Et encore une fois, c'est aussi des questions de conditions matérielles dans lesquelles on met ces équipes pour pouvoir le faire. Et bon, on va pas forcément vous mettre la fin de la vidéo de Manon qui ensuite voilà, va décrire les tout derniers jours de sa mère et se dire qu'en gros, ces 3 derniers jours-là, pour elle, ils ont servi entre guillemets à rien. Et que en fait, à partir du moment où il s'était acté qu'elle allait décéder très vite, pourquoi est-ce qu'elle a eu 3 jours de plus de souffrance, etc. Alors moi, j'ai pas le dossier médical sous les yeux, je me pose plein de questions en termes de prise en charge de la douleur, etc. Elle dit que c'était un service où les équipes étaient très occupées, n'avaient pas beaucoup le temps de rester avec elle. Elle raconte rester seule avec sa mère, souillée pendant extrêmement longtemps. Enfin, je pense que tout le monde se représente de la violence que ça a dû être pour elle et pour sa mère. Et en fait, moi, je le dis, quand j'entends ça, je suis écœurée. En fait, mais pas par Manon qui. Enfin, en plus, je trouve qu'elle en parle d'une manière, c'est très fort, quoi. Au moment où elle a tourné ça, elle venait de sortir de cette chose-là, et enfin voilà, c'est incroyable d'arriver à en parler avec une telle même sollicitude pour les équipes, alors que vraisemblablement elles ont vécu de la maltraitance médicale, pas par choix, mais de la maltraitance organisationnelle, politique en fait. Euh, et moi, je suis écœurée de me dire que euh, en 2019, mais encore mais en 2025, c'est pareil, hein,
on ne soit pas capable d'accompagner correctement des personnes qui ont des maladies graves comme ça et leurs proches. C'est juste une catastrophe. Et encore une fois, je le redis, ce sont des questions de choix politiques. Et si le seul choix politique qu'on a à nous proposer dans ces cadres-là, c'est il faut éteindre la lumière, comme dit Adrien Clouet, moi, en tant que militante de gauche et en tant que soignante, c'est profondément pas satisfaisant, en fait. Ouais. Puis éteindre la lumière, moi, c'est vraiment il le fait pas exprès, hein, mais c'est une métaphore très fascisante, tu sais. Ah ouais, Genre, ah ouais, moi, c'est vraiment les lumières, c'est vraiment, tu sais, l'archétype du mouvement bourgeois progressiste et tout. Et tu sais, t'avais Pier Paolo Pasolini qui avait écrit sur justement la mort des lucioles, je crois, ou quelque chose comme ça, en parlant du fascisme, tu vois, genre justement le fait d'éteindre la lumière. Enfin, c'est une métaphore, moi, je trouve que je trouve très mauvaise, hein, pour parler Ah, de mais la moi fin de vie aussi. des gens, parce qu'elle est extrêmement triste et elle nous annonce pas des beaux jours devant nous, quoi. Ouais. Bref, voilà. Ouais, C'était la capsule pas joyeuse du jour, mais vraiment, je pense que voilà, on a essayé d'en parler d'une manière un peu concrète. Euh, Vraiment, allez voir les militants antivalidistes parler de ça, je le redis. C'est des militants qui sont très basés sur ces questions, qui apportent vraiment des arguments que vous n'aurez pas entendus ailleurs. Ils sont très peu invités dans les médias, à mon grand regret. Et donc, si à notre humble échelle, on peut les relayer un peu, ça sera toujours ça de prix. ouais, ouais. Sur ce, n'hésitez pas, du coup, comme d'habitude, à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne PADU, la chaîne de Zoé Docteur YT, à aller voir la dernière chronique de l'exploitation sur Position Revue sur le site, Position avec un S Revue, à aller voir nos Twitter, nos Insta, il y a un Insta Position Revue qui est sorti, il y a un TikTok Pas du Team qui est sorti, et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde.